La vie trouve toujours un moyen de s'épanouir, même dans les endroits les plus inhospitaliers de notre planète. Des ruines radioactives de Tchernobyl à l'obscurité glaciale de l'Antarctique, les chercheurs ont découvert des formes de vie incroyables. Et croyez-moi, certaines de ces découvertes bouleversent complètement notre compréhension de la vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'épisode du podcast d'aujourd'hui va être vraiment passionnant. Bienvenue à tous. Les extrémophiles, c'est-à-dire les organismes capables de survivre dans des conditions extrêmes, nous montrent sans cesse à quel point la vie est capable de s'adapter. Commençons notre voyage dans un endroit où personne ne s'attendrait à trouver la vie à l'intérieur du réacteur accidenté de Tchernobyl. Cela fait maintenant plus de 35 ans que l'accident nucléaire s'est produit. C'était 5 ans avant ma naissance. Écrivez-moi pour me dire qui parmi vous était déjà né à l'époque et a peut-être même conscience de ce qui s'est passé. En Ukraine, 2 explosions se sont produites dans la centrale nucléaire, détruisant un réacteur. Cela a entraîné le rejet de matières radioactives dans l'air, qui se sont répandues sur une grande partie de la Russie, de la Biélorussie, de l'Ukraine et d'autres régions d'Europe. Pendant plus de 2 semaines, du 27 avril au 6 mai 1986, les nuages radioactifs se sont répandus sur l'Europe. Les habitants de la ville de Tchernobyl et de la ville voisine de Pripyat ont été évacués et la région a été considérée comme inhabitable pendant des décennies. Avant le début de la guerre, en 2022, des gens y vivaient même à nouveau et des visites touristiques y étaient régulièrement organisées. Je me suis rendu à Kiev il y a quelques années et j'avais envisagé de le faire, mais j'ai finalement préféré ne pas compromettre ma fertilité en m'exposant aux radiations. J'ai encore beaucoup de petits astrobébés à concevoir. Bien sûr, à l'époque, l'environnement, la flore et la faune dans la région autour de la centrale nucléaire ont également été considérablement affectés par les radiations. Au fil des ans, le niveau de radiation a diminué et la nature s'est rétablie, mais la découverte suivante n'en reste pas moins extrêmement surprenante. Des chercheurs ont trouvé dans la zone un champignon noir qui se nourrit des radiations radioactives. Il s'appelle Cryptococcus neoformans et il ne pousse pas n'importe où dans la forêt, mais précisément là où le niveau de radiation est le plus élevé dans le bloc réacteur. Cet organisme vorace ne résiste pas seulement à la forte exposition aux radiations, il en vit. Kasturi Venkateswaran, chercheur en radiologie à la NASA, affirme que les champignons prélevés dans le réacteur contenaient plus de mélanine que ceux prélevés à l'extérieur, dans la zone d'exclusion. Il a été constaté qu'ils avaient développé une résistance aux radiations. Nous parlons donc ici d'une forme de vie absolument extraordinaire. Le champignon se développe sur les restes du bloc réacteur. Il peut décomposer les matières radioactives, telles que le graphite chaud, présentes dans les restes du réacteur de Tchernobyl. En présence de rayonnement, les champignons poussent plus vite. Ils s'orientent vers la source de rayonnement pour s'y développer, comme s'ils cherchaient leur nourriture. Il est incroyablement fascinant que la vie prospère précisément sur le site d'une telle catastrophe. Mais comment le champignon y parvient-il? Et pourrions-nous peut-être même l'utiliser pour des traitements médicaux ou même pour les voyages spatiaux? Oui, mais procédons par ordre. Les champignons noirs ont une teneur très élevée en mélanine. Il s'agit du pigment présent dans la peau humaine qui protège contre les rayons ultraviolets. C'est la faible teneur en mélanine qui explique pourquoi les plus pâles d'entre vous ressemblent à des tomates après une journée à la plage. Grâce à leur mélanine, les champignons peuvent transformer les rayons gamma en énergie chimique pour leur croissance. Cela rappelle certainement à certains d'entre vous le processus de photosynthèse des plantes, et c'est effectivement similaire. Par analogie avec la photosynthèse, on appelle cela la radiosynthèse. Et maintenant, réfléchissez à toutes les utilisations géniales que l'on pourrait faire de ce champignon. En principe, grâce à sa radiosynthèse, il constitue une protection naturelle contre les rayonnements. Très pratique pour toutes les personnes qui séjournent souvent dans l'espace. Car les rayonnements cosmiques sont radioactifs et très dangereux à long terme pour le corps humain. C'est pourquoi ce champignon a déjà été cultivé dans la Station spatiale internationale, ISS. On souhaite en effet exploiter ses propriétés étonnantes pour les vols spatiaux. Les expériences menées dans l'ISS doivent montrer s'il est possible de protéger ainsi les vaisseaux spatiaux contre les rayonnements.
Lorsque des hommes partiront un jour en mission plus loin dans l'espace, par exemple vers Mars, dans les prochaines années, ils devront supporter une exposition massive au rayonnement. Et le champignon de Tchernobyl pourrait alors être d'une aide précieuse, par exemple en le cultivant sur les parois extérieures d'un vaisseau spatial. Cela m'a immédiatement fait penser que cela pourrait être un aspect intéressant dans la recherche de vie extraterrestre. Si de telles formes de vie peuvent se développer sur Terre, cela signifie que même les exoplanètes extrêmement radioactives ne peuvent être exclues en ce qui concerne l'existence de formes de vie. Une planète entièrement recouverte d'un réseau de champignons extraterrestres. Un véritable paradis pour les amateurs de pizza aux champignons. Mais l'espace n'est qu'un domaine d'application parmi d'autres. En radiothérapie, le champignon noir pourrait également être utilisé pour protéger les patients des effets négatifs des rayonnements. Ou bien on pourrait entourer les sites de stockage des déchets nucléaires de couches de ce champignon. Les possibilités sont vraiment infinies. En principe, le champignon pourrait même nous servir à produire de l'électricité. Nous pourrions produire de l'électricité verte à partir de la radioactivité. Il existe de nombreux endroits sur Terre qui présentent naturellement une radioactivité intense. C'est le cas, par exemple, de la ville iranienne de Ramsar. On y trouve des sources chaudes qui font remonter à la surface le radium contenu dans les roches souterraines. La radioactivité y est 20 fois supérieure à la moyenne mondiale. De tels endroits seraient donc prédestinés à accueillir des centrales à champignons afin de transformer cette radioactivité en énergie que nous, les humains, pourrions ensuite utiliser. Tout cela n'est encore qu'une utopie, mais je trouve fascinant de réfléchir à l'utilisation que l'on pourrait faire de ce champignon. Mais la nature nous réserve encore d'autres surprises. Nous poursuivons notre voyage en Saxe, en Allemagne, au fond d'une mine d'uranium abandonnée, où le niveau de radiation est également extrêmement élevé. Des chercheurs ont fait une découverte incroyable. L'Allemagne était autrefois un pays producteur d'uranium, mais aujourd'hui, elle n'en extrait plus du tout. Que s'est-il passé? À l'époque soviétique, avant 1990, la mine de Königstein en Suisse saxonne exploitait activement l'uranium et l'exportait vers l'Union soviétique. Mais depuis 1990, la mine est à l'arrêt. Depuis sa fermeture, on tente principalement de purifier l'eau des mines en séparant l'uranium de l'eau contaminée à l'aide de systèmes de filtration. Et l'uranium extrait de l'eau peut bien sûr être revendu, ce qui est un effet secondaire intéressant. Cependant, la quantité d'uranium dans les eaux souterraines de la mine de Königstein est désormais si faible qu'il n'est plus possible d'en extraire une quantité significative. Le dernier chargement de boue d'uranium, d'un poids de 19,5 tonnes, a été transporté aux États-Unis en 2021. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais pas si vite, car la mine de Königstein recèle encore quelques secrets rayonnants, comme l'ont découvert des chercheurs. Les scientifiques voulaient savoir quelle flore et quelle faune s'étaient développées là-bas. Une telle mine d'uranium inondée est littéralement le rêve humide de tout biologiste. Comment se porte la vie dans un biotope souterrain humide à forte radioactivité? Plutôt bien, comme nous le savons maintenant. Les chercheurs ont découvert une véritable fête microbienne là-bas. Des formations brunes et blanches visqueuses, ressemblant à de petites stalactites, poussaient en masse sur tous les plafonds. Sur les murs, les chercheurs ont trouvé des microbes orange acides qui ressemblaient à de longues vers minces. L'étude publiée indique que non seulement des bactéries et des archées vivent dans des environnements contaminés par la radioactivité, mais aussi des espèces d'eucaryotes, ce qui indique clairement leur influence potentielle sur le cycle du carbone dans un environnement affecté par les eaux acides des mines. En d'autres termes, la vie là-bas est très diversifiée. Et les habitants des mines sont avant tout des organismes étonnamment complexes. La plupart d'entre eux ne sont pas de simples organismes unicellulaires, mais des eucaryotes multicellulaires, c'est-à-dire des organismes dotés d'un noyau cellulaire, capables de réaliser des tâches plus complexes telles que la respiration et la division cellulaire. D'ailleurs, le plus grand de ces micro-organismes dans la mine d'uranium mesurait 50 micromètres de large et 200 micromètres de long. Il serait donc visible à l'œil nu. La question se pose alors de savoir comment ces organismes parviennent à se développer dans des conditions aussi extrêmes. La clé réside dans le faible pH, la forte concentration en sulfate et la forte concentration en métaux lourds dans la mine. Je sais que cela ne semble pas très agréable, mais pour les micro-organismes, c'est comme une sorte d'hôtel 5 étoiles. En effet, bon nombre des bactéries présentes dans la mine sont acidophiles. Elles tirent leur énergie des réserves abondantes de fer et de soufre présentes dans la mine.
Ce sont précisément ces amateurs d'acidité qui forment la structure stalactite visqueuse que l'on trouve au plafond de la mine. Les eucaryotes se nourrissent de ces bactéries acidophiles. Et des organismes encore plus grands et multicellulaires se nourrissent à leur tour des eucaryotes. Ce processus se poursuit, formant ainsi une chaîne alimentaire extrêmement efficace et bien organisée dans la mine. L'étude indique que les eucaryotes colonisent les habitats extrêmes dans une plus large mesure que prévu et jouent peut-être un rôle essentiel dans le cycle du carbone dans l'environnement acide des eaux minières. Une mine radioactive, inondée et abandonnée, est donc un endroit où la vie peut merveilleusement prospérer. Cette découverte est extrêmement passionnante dans le cadre de la recherche de vie extraterrestre. Elle montre en effet que la vie est très résistante et capable de s'adapter aux conditions les plus extrêmes. Et où les conditions sont-elles souvent très extrêmes? Exactement, en dehors de la Terre, partout dans l'espace. Dans notre système solaire seul, il existe de nombreux endroits qui pourraient potentiellement abriter la vie, mais qui, en raison de leurs conditions apparemment hostiles, étaient jusqu'à présent considérés comme improbables. Sur Vénus, par exemple, il pleut de l'acide, mais comme nous le savons désormais, un environnement acide n'est pas en soi hostile à la vie. Si la vie sur Terre peut prospérer dans des environnements qui, du point de vue humain, sont littéralement corrosifs, nous devons également inclure les endroits extrêmes dans notre recherche de vie extraterrestre à l'avenir. Par exemple, les exoplanètes qui sont complètement contaminées par la radioactivité ou les exoplanètes avec d'immenses océans d'acide. Tout est envisageable. Et en effet, une nouvelle étude suggère que même les exoplanètes éloignées de leurs étoiles peuvent abriter la vie et des océans si la désintégration radioactive génère suffisamment d'énergie. L'étude indique que la présence d'un solvant liquide est largement considérée comme une condition essentielle à l'habitabilité. Notre analyse suggère que les superterres dont la concentration en radionucléides est plus de 10 fois supérieure à celle de la Terre peuvent abriter des océans d'eau durables. Vous voyez donc que des découvertes telles que celles faites dans la mine de Königstein en Saxe ont des implications extrêmement importantes pour la recherche d'extraterrestres. Un écosystème complet dans l'obscurité totale, entouré de radioactivité. Cela nous ramène en Ukraine, où des chercheurs ont fait une découverte qui a laissé sans voix même les paléontologues les plus expérimentés. Dans une mine de quartz, ils sont tombés sur quelque chose qui révolutionne notre conception de la vie primitive. À l'origine, les chercheurs de l'Université technique de Berlin, de l'Académie des sciences d'Ukraine, du Musée d'histoire naturelle de Berlin et du Musée d'histoire naturelle de Luxembourg voulaient simplement collecter quelques pierres précieuses. Ils avaient choisi comme lieu d'exploration la mine de quartz de Volyn en Ukraine. Cette mine recèle de nombreux gisements de quartz de grande qualité et les chercheurs s'intéressaient principalement aux pierres précieuses telles que le béryl et la topaze. Mais les choses se sont déroulées tout autrement. Au lieu d'étudier les minéraux, ils ont fait une découverte tout à fait inattendue, des fossiles. Faisons d'abord un petit détour par la paléontologie afin que tout le monde soit au même niveau. Il s'agit de restes ou de traces d'êtres vivants d'époques géologiques révolues, conservés dans des roches, des sédiments ou d'autres dépôts. Ces restes d'êtres vivants peuvent se présenter sous différentes formes. Par exemple, sous forme de fossiles de traces, c'est-à-dire les célèbres empreintes d'êtres vivants, telles que les empreintes de dinosaures ou les traces d'animaux. Et puis il y a les fossiles de corps, c'est-à-dire les restes physiques d'êtres vivants encore contenus dans la roche. Il s'agit par exemple d'os ou de dents ou encore d'insectes entiers emprisonnés dans l'ambre. Ces fossiles revêtent une grande importance scientifique car ils offrent un aperçu passionnant de l'évolution de la vie sur Terre. Ils permettent aux chercheurs d'étudier la biodiversité, le développement des organismes, les conditions environnementales et même les extinctions massives. Les chercheurs ont découvert dans les minéraux de la mine de Volyn des fossiles fibreux des plus anciens micro-organismes jamais trouvés, qui ont conservé leur structure tridimensionnelle. Jusqu'à présent, la plupart des traces de micro-organismes préhistoriques avaient été identifiées à l'aide de méthodes indirectes, telles que les empreintes caractéristiques dans les couches rocheuses. Si les micro-organismes découverts récemment sont si bien conservés, c'est grâce à une couche extrêmement fine de silicate d'aluminium qui a recouvert la forme originale de ces créatures préhistoriques avant de se solidifier, un peu comme l'ambre célèbre de Jurassic Park dans lequel se trouve le moustique. Le professeur Gerhard Franz de l'Institut des sciences géologiques appliquées de l'Université technique de Berlin explique que c'est la première fois que les fossiles de micro-organismes primitifs datant de la période dite des Boring Billions peuvent être étudiés au microscope électronique à balayage.
Il ne s'agit en aucun cas d'une description exagérée d'un cours de mathématiques extrêmement ennuyeux, mais d'un terme issu de l'histoire de la Terre qui fait référence à une longue période d'environ 1 milliard d'années dans le passé géologique de la Terre. La période des Boring Billions s'étend d'il y a environ 1 milliard 80 millions d'années à il y a environ 0,8 milliard d'années, et aucun événement géologique ou biologique significatif n'a été enregistré pendant cette période. Il ne s'est rien passé d'excitant, c'était juste une période ennuyeuse, un peu comme un cours de maths. Contrairement à d'autres époques géologiques, marquées par des extinctions massives ou le développement de nouvelles formes de vie, il n'y a pas eu de changement notable pendant les milliards ennuyeux. Une période avant que la diversité de la vie n'augmente de manière spectaculaire et que des organismes complexes et des animaux multicellulaires puissent se développer. Ce n'est qu'après cela que l'évolution a produit des squelettes en carbonate de calcium ou en phosphate, puis des coquillages coralliens et des vertébrés, qui ont ensuite donné naissance aux premiers véritables fossiles dotés de squelettes. Tous les êtres vivants antérieurs à cette révolution précambrienne n'avaient donc pas de véritable squelette et ne pouvaient donc pas se fossiliser comme nous le connaissons aujourd'hui. Mais le professeur Franz a réussi à percer le mystère d'un printemps de l'évolution, et ce qu'il a vu au microscope électronique laisse vraiment sans voix. Il explique que ce que nous voyons désormais au microscope électronique, ce sont principalement des structures fibreuses, soit des filaments fins qui se ramifient, soit des filaments épais qui présentent de petites protubérances ou des creux. Il ajoute que ces découvertes mesurent entre 10 et 200 micromètres d'épaisseur et jusqu'à plusieurs millimètres de long, et qu'elles présentent parfois même un fin canal en leur centre. À titre de comparaison, un cheveu humain moyen a un diamètre d'environ 50 à 100 micromètres. Il ajoute également qu'ils ont trouvé des formes de micro-organismes totalement inconnus, qui ont l'apparence d'une coquille ou une forme sphérique, ou encore des ramifications semblables à des tentacules. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cela ressemble presque à la découverte de formes de vie extraterrestres par les chercheurs. Et comme rien de tel n'a jamais été trouvé auparavant, la question se pose naturellement. De quoi pouvait-il s'agir ? À la grande surprise de Franz, l'analyse des isotopes de carbone nous a permis de prouver que nos découvertes devaient être des êtres vivants. Il part du principe que les organismes fossilisés devaient être une sorte de champignon, car les chercheurs ont pu, à l'aide de la spectroscopie infrarouge et du microscope électronique, mettre en évidence différentes substances qui indiquent justement la présence d'un champignon. Il s'agit notamment du chitosane ou des éléments bismuth et tellure. Franz précise toutefois que cette hypothèse fongique ne s'applique pas à toutes les découvertes et qu'il ne peut que supposer que les autres micro-organismes pourraient être unicellulaires ou multicellulaires et que les champignons et les autres organismes vivants ont probablement cohabité dans un écosystème préhistorique commun. Le fait est que les micro-organismes ont choisi un endroit idéal pour vivre dans la mine de quartz, car dans de tels environnements, ces types d'organismes sont à l'abri de la lumière du soleil et peuvent se nourrir de substances telles que le phosphore, l'azote ou le dioxyde de carbone. Ces substances se détachent de la surface et migrent vers le bas à travers des fissures directement devant la porte d'entrée des micro-organismes. Une sorte de service de livraison préhistorique. Les chercheurs n'en sont encore qu'au tout début, et nous devons attendre d'autres analyses et éventuellement espérer de nouvelles découvertes pour en savoir plus sur ces organismes Mathusalem qui nous sont encore totalement inconnus et obtenir de nouvelles informations sur le développement précoce de la vie sur Terre dans des conditions extrêmes. Pour nous, cette découverte ne signifie donc pas pour l'instant une crise existentielle, même si je dois dire que je trouve toujours étonnant qu'au XXIe siècle, nous n'ayons toujours pas tout découvert et expliqué sur Terre. Cela nous montre une fois de plus à quel point notre planète est spéciale et à quel point la vie devait déjà y prospérer il y a des milliards d'années. La vie trouve non seulement le moyen d'exister pendant très longtemps, mais elle accomplit aussi l'impossible dans les endroits les plus froids de la Terre. Voyageons maintenant à l'autre bout du monde, en Antarctique. Sous des couches de glace épaisses de plusieurs kilomètres, des chercheurs ont découvert des lacs sous-glaciaires coupés du monde extérieur depuis des millions d'années. L'Antarctique est un continent car sous la glace se cache une masse terrestre, contrairement à l'Arctique dans l'hémisphère nord. Ce n'est qu'au 19e siècle que les gens en ont pris conscience. Auparavant, on ne savait pas vraiment qu'il y avait là une gigantesque masse terrestre. La glace qui recouvre cette masse terrestre et qui fait la renommée du continent est appelée calotte glaciaire antarctique ou glace continentale antarctique.
Elle couvre une superficie de 12,3 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait un gigantesque désert de glace où sont stockés 70% des réserves d'eau douce de la planète. Mais les endroits les plus fascinants du continent ne se trouvent peut-être pas au sommet de la glace, mais à des kilomètres de profondeur. En effet, il existe en Antarctique des lacs dits subglaciaires. Ce sont des lacs situés sous un glacier, sous une surface de glace. La condition préalable à cette qualification est que le lac se trouve à des kilomètres de profondeur sous la glace. Et en Antarctique, on a déjà découvert au moins 370 de ces lacs subglaciaires. Le plus grand de ces lacs mystérieux est de loin le lac Vostok, nommé d'après la station antarctique russe Vostok. Il se trouve à 4 km sous la surface, contient de l'eau liquide, mesure 250 km de long et 50 km de large. On peut dire qu'il s'agit du lac le plus mystérieux et le plus intact de toute la planète. Vous vous demandez peut-être comment il peut y avoir de l'eau liquide sous cette glace éternelle. Elle devrait geler immédiatement. Cela est dû à la pression élevée. Nous sommes si profondément sous les couches de glace que la pression y est telle que le point de congélation de l'eau change. Dans de telles conditions de pression, l'eau ne gèle qu'à moins 3,1 degrés Celsius et la température moyenne au fond du lac Vostok n'est que de moins 3 degrés Celsius, ce qui signifie que l'eau peut rester liquide, mais je n'irai quand même pas nager là-bas car il doit certainement faire très froid. À un moment donné, les chercheurs sur place ont décidé de forer ce lac souterrain. Cette décision a été très controversée car on disait qu'il était peut-être possible d'y trouver de la vie et que si nous le forions, nous contaminerions tous les futurs résultats de recherche sur ce lac ne seraient plus pertinents. Finalement, on a décidé que notre méthode de forage moderne permettrait d'éviter toute contamination. En 2012, les Russes ont réussi à forer ce lac à 3700 mètres de profondeur, à prélever un échantillon d'eau et à l'envoyer au laboratoire. Je trouve les résultats vraiment incroyables. On a trouvé des traces de vie et même de vie diversifiée. On a trouvé du matériel génétique provenant de bactéries, de champignons et de parasites. Et les parasites ne se développent en fait que là où il y a aussi une vie multicellulaire, c'est-à-dire peut-être des vers ou même des poissons. Malgré les conditions extrêmes, les conditions qui règnent là-bas sont propices à la vie. D'une part en raison de la pression élevée, comme je l'ai déjà mentionné, qui permet à l'eau de rester liquide. Et d'autre part parce qu'il semble y avoir des marées là-bas, c'est-à-dire des flux et reflux dus à l'effet gravitationnel de la Lune et du Soleil, qui est encore perceptible même là-bas. Ces effets de marée créent les courants nécessaires à la vie. L'avenir nous dira si nous pourrons mieux explorer le lac Vostok et peut-être étudier certaines de ces espèces uniques, mais comme je l'ai dit, il faut toujours veiller à ne pas contaminer un endroit aussi vierge. Mais ce qui est également très passionnant dans ces résultats de recherche, c'est qu'ils nous en apprennent beaucoup sur la possibilité d'une vie sur les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. En principe, l'Antarctique est vraiment un environnement extraterrestre car les lunes glacées comme Europe et Encelade présentent des conditions très similaires. Des températures glaciales à la surface, une couche de glace épaisse de plusieurs kilomètres et comme cela n'a été confirmé, un océan liquide sous la couche de glace. La raison pour laquelle l'eau peut être liquide sur les lunes glacées, bien qu'elle soit si éloignée du Soleil, est la gravité de Jupiter et de Saturne. Les forces de marée qui en résultent maintiennent la glace à l'état liquide. Il n'est donc pas nécessaire d'être proche d'une étoile comme le Soleil pour avoir de l'eau liquide. La gravité d'une grande planète suffit. Sur des lunes comme Europe, cela conduit même à des éruptions d'eau liquide à la surface, dans ce qu'on appelle des cryovolcans. Mohit Malwani-Deswani est planétologue à la NASA et s'exprime ainsi sur la probabilité de vie sur la lune Europe. Notre simulation, combinée aux données du télescope spatial Hubble qui a détecté du chlorure à la surface d'Europe, suggère que l'eau est aujourd'hui très probablement également riche en chlorure. La composition de l'océan d'Europe est donc similaire à celle des mers terrestres. Nous pensons que cet océan pourrait être tout à fait habitable pour des organismes. En fait, Europe est l'un de nos meilleurs espoirs de trouver de la vie dans notre système solaire. Des informations plus précises à ce sujet pourraient être disponibles dans les prochaines années. En 2024, la sonde spatiale Europa Clipper de la NASA a été lancée. Elle doit effectuer 44 orbites autour d'Europe, puis préparer une mission de suivi au cours de laquelle un robot d'atterrissage sera même descendu sur Europe. Ce sera peut-être le moment où nous découvrirons une vie extraterrestre dans notre système solaire. Je suis extrêmement impatient. Pour conclure notre tour des habitats les plus extrêmes de la planète, plongeons maintenant dans les profondeurs les plus insondables des océans. Avec une profondeur maximale de près de 11 000 mètres, la fosse des Mariannes est le point le plus profond des océans. Elle s'étend sur une immense superficie et tire son nom des îles Mariannes, situées à proximité.
Dans les régions les plus profondes de la fosse, la pression est environ 1000 fois plus élevée qu'à la surface et les températures peuvent avoisiner le point de congélation. L'obscurité est totale à certains endroits car la lumière du soleil n'atteint jamais ces profondeurs reculées. Et curieusement, malgré ces conditions, la fosse des Mariannes abrite une multitude de formes de vie étranges qui s'y sentent parfaitement bien. Et celles-ci pensent probablement en retour que nous sommes des formes de vie totalement bizarres car nous vivons à 11 000 mètres au-dessus du point le plus profond de la mer et qui plus est hors de l'eau. Là-bas, nous rencontrons des animaux qui se sont adaptés à leur manière à ces conditions inhospitalières. Des poissons des profondeurs aux formes étranges qui percent l'obscurité grâce à leurs organes lumineux, aux créatures microscopiques qui vivent dans les sédiments au fond de l'océan. Mais comment peuvent-ils survivre là-bas ? D'une part, il y a beaucoup d'activités géothermiques dans la fosse des Mariannes. On y trouve des cheminées hydrothermales, également appelées de volcans sous-marins, d'où s'échappent de de l'eau chaude et des fluides minéraux provenant de l'intérieur de la Terre. Ces volcans sous-marins créent des environnements chimiques uniques qui sont colonisés par des organismes dépendants de la chimiosynthèse, une forme de production d'énergie qui ne repose pas sur la lumière du Soleil. Cela a d'ailleurs des implications très intéressantes pour la recherche de vie extraterrestre. Même sur des planètes dont l'étoile ne fournit pas suffisamment d'énergie pour la vie, des formes de vie pourraient exister s'il y a une activité géothermique. Un autre aspect important est la chaîne alimentaire. Dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, il existe une multitude de sources de nourriture, allant des organismes planctoniques microscopiques aux grands prédateurs. La plupart des sources de nourriture proviennent des couches supérieures des océans. Cette abondance de nourriture permet l'existence de différentes formes de vie qui se nourrissent de différentes manières. Il n'est donc pas étonnant que nous découvrions sans cesse de nouvelles formes de vie dans ces profondeurs incroyables. D'une part, la biodiversité y est extrêmement riche, d'autre part, il n'est pas facile de s'y rendre, de sorte que cette zone des grands fonds marins reste encore largement méconnue. Des chercheurs chinois ont maintenant fait une découverte assez spectaculaire, un virus totalement nouveau trouvé dans les couches sédimentaires de la fosse des Mariannes. L'histoire de cette découverte commence avec une équipe de scientifiques de l'Université océanographique de Chine à Qingdao. Ces virologues marins se sont spécialisés dans l'étude des virus et de leurs interactions avec les organismes dans différents habitats marins. Afin d'isoler les virus dans les profondeurs extrêmes de l'océan, ils ont utilisé une méthode spéciale appelée méthode d'induction. Cela leur a permis d'isoler des bactériophages, c'est-à-dire des virus qui infectent les bactéries à partir des sédiments de la fosse des Mariannes. Ces sédiments avaient été préalablement prélevés à l'aide de sondes sous-marines spécialement conçues pour prélever des échantillons de sédiments à de grandes profondeurs. Après avoir examiné ces sédiments de manière approfondie, il était clair qu'ils avaient effectivement découvert un nouveau type de virus. Espérons que cela ne conduira pas à un nouveau confinement. Ces bactériophages ont été trouvés dans des échantillons de sédiments prélevés dans la fosse à une profondeur de 8900 mètres. Environ 260 mètres plus profond que le précédent record. Cette zone est appelée la zone Hadal, du nom du dieu des enfers Hadès. C'est génial, je suis ravi. Nous nous rapprochons encore un peu plus du confinement. Ils ont baptisé le nouveau virus du nom facile à retenir de VBHMEIH4907. Si une nouvelle pandémie mondiale venait à se déclarer, il faudrait absolument lui trouver un meilleur nom. Ce virus infecte les bactéries de la famille des Halomonas, présentes dans divers environnements extrêmes, y compris la fosse des Mariannes. Dans la nouvelle étude des chercheurs chinois, il est indiqué que les membres de la famille Halomonas sont connus pour leur capacité à dégrader les hydrocarbures pétroliers, à se développer dans des environnements à forte concentration en sel et à pH alcalin et à présenter une grande tolérance à la pollution. Ces bactéries sont donc parfaitement adaptées à la vie dans la fosse des Mariannes, et les virus nouvellement découverts sont à leur tour parfaitement adaptés aux bactéries. Non seulement nous avons trouvé un nouveau type de virus, mais ce virus appartient également à une toute nouvelle famille virale baptisée Soviridae. Le simple fait que nous découvrions encore de toutes nouvelles familles armées de virus montre à quel point nous en savons peu sur les profondeurs de la fosse des Mariannes et sur la faune et la flore qui s'y trouvent. C'est complètement fou. Et ce nouveau virus semble posséder des propriétés très particulières. Les chercheurs affirment que des études métagénomiques montrent que les virus de la zone Hadal préfèrent une approche virale lysogène pour s'adapter à l'environnement Hadal. Notre étude a également montré que les phages tempérés sont plus fréquents dans la zone Hadal, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse d'une plus grande fréquence des phages tempérés dans l'environnement Hadal. Si vous êtes comme moi lorsque j'ai lu cela pour la première fois, vous vous posez maintenant une question importante, à savoir, pardon ?
En termes simples, les virus utilisent l'approche lysogène comme stratégie de survie spécifique dans cet environnement. Dans cette approche, les virus infectent une cellule bactérienne, mais au lieu de la détruire immédiatement, ils insèrent leur propre matériel génétique dans la bactérie. Le virus devient alors partie intégrante de la bactérie et la cellule bactérienne continue à vivre et à se diviser. L'alternative serait l'approche lytique, dans laquelle les virus infectent une cellule bactérienne, s'y multiplient et détruisent la cellule bactérienne. L'approche lysogène, un peu plus habile et moins destructrice, semble être la meilleure stratégie dans la fosse des Mariannes. D'accord, mais une question reste en suspens, ces virus peuvent-ils être dangereux pour nous? La réponse est très probablement non. Dans le cas des phages qui infectent les bactéries, le danger pour l'homme est généralement faible, car les bactériophages infectent les bactéries et non les humains. Au contraire, ces virus pourraient même nous aider. L'équipe écrit qu'à l'heure actuelle, l'isolement des bactériophages et l'enrichissement des bibliothèques génétiques des bactériophages sont plutôt bénéfiques pour la santé humaine. Ils contribuent à protéger les humains contre les infections bactériennes, en particulier à l'heure actuelle où l'on utilise des antibiotiques et où les bactéries résistantes aux antibiotiques se propagent. Les bactériophages peuvent donc être utilisés en médecine pour traiter les infections bactériennes. Vous voyez, c'est une découverte passionnante qui montre une fois de plus combien de secrets sommeillent encore dans les profondeurs marines. J'espère que ces aperçus fascinants sur le monde des extrémophiles vous ont autant enthousiasmé que moi. Des champignons radioactifs aux micro-organismes anciens, la vie trouve toujours un moyen de survivre. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les nouvelles découvertes dans le domaine de la biologie et de l'astrobiologie sur cette chaîne. Alors abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et en parlant de conditions extrêmes, saviez-vous qu'il existe en Russie une gigantesque zone volcanique qui a presque anéanti toute vie sur Terre il y a des millions d'années? Le plateau sibérien est l'une des plus grandes provinces volcaniques qui soit, et les éruptions qui s'y sont produites ont été si catastrophiques qu'elles ont provoqué l'une des extinctions massives les plus dévastatrices de l'histoire de la Terre. Pour découvrir comment fonctionne ce monstre géologique et quel danger il représente encore aujourd'hui, cliquez sur la vidéo affichée en haut à droite, c'est super passionnant. Et si vous voulez des t-shirts spatiaux sympas ou d'autres produits galactiques, rendez-vous dans ma boutique spatiale, vous trouverez le lien en bas à gauche. Chaque commande soutient grandement mon travail. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous.